Bonjour à toutes et à tous. Je Donc, vais donc très vite donner la parole à Nubia Choconta-Pérez qui donc fait sa thèse sur l'évaluation des avis des restaurants, enfin, une évaluation sur les avis qui sont donnés par les clients hein, au sujet des restaurants sur le site TripAdvisor. Donc, elle m'a prévenu que donc son exposé durerait presque 1 heure, donc ce sera un exposé un petit peu plus long que ceux dont on a l'habitude. Éventuellement, on peut interrompre ponctuellement l'exposé pour poser une question de détail, s'il manque par exemple une explication nécessaire, etc. Mais sinon, on attend plutôt la fin de l'exposé pour poser les questions. Bon, moi-même, je me permettrai, si nécessaire, si je juge par exemple qu'à un moment donné, une explication que vous donnez risque de ne pas être comprise par les autres étudiants, ce qui arrive parfois parce que les doctorants ont un peu oublié qu'ils avaient moins de connaissances que cela lorsqu'ils étaient en master. Et donc, éventuellement, je vous demanderai des précisions si nécessaire. Mais je n'ai pas d'autres informations spéciales à vous donner, donc je donne tout de suite la parole à Nubia. d'accord, merci. Et bonjour à tous. Ma recherche porte sur l'évaluation dans les avis des restaurants TripAdvisor en français et en espagnol. Et pour aujourd'hui, ma présentation va se structurer, va aborder plutôt 6 points. Le contexte global, la problématique, le corpus, le cadre méthodologique, les résultats préliminaires et discussions, les bilans et les perspectives. Abordons donc le premier point, le contexte global. Et il faut penser à faire avancer les diapositives, hein, pardon Nubia, mais ça reste là toujours sur la même diapositive du début. Ah, mais là j'ai passé, je suis dans... Là j'ai passé, alors je pense qu'il me faudrait donc comme ça. Là, est-ce que vous voyez que je change de diapositive? Là, c'est bon, ouais. Oui, alors il me faudra Ça donc marche. travailler plutôt de ce côté-là. Bien, donc, bien. Les structures de ma présentation va aborder 6 points. Le contexte global, la problématique, le corpus, le cadre méthodologique, les résultats préliminaires à discussion, les bilans et perspectives. Abordons le premier point, le contexte global sur l'exploration de l'évaluation sur les plateformes d'Internet. Avec le développement de l'Internet, les médias sociaux ont connu une croissance rapide et acquis une force d'impact très importante dans notre société. En effet, l'apparition de nouvelles formes de communication a bouleversé nos habitudes et créer une opportunité pour accéder plus facilement à l'information. Parallèlement, nos habitudes ont également évolué, aboutissant à la possibilité de commander un produit ou d'acquérir un service par le biais de l'Internet. Pour la plupart des secteurs commerciaux, dont le secteur de la restauration, qui est mon objet d'étude dans cette recherche, se sert de diverses plateformes d'avis comme TripAdvisor, Yelp ou La Fourchette pour que les restaurateurs connaissent mieux les besoins des clients, soignent leur réputation ou permettent la participation des consommateurs en ligne. Ces plateformes constituent aussi une source importante d'informations pour les consommateurs parce qu'ils peuvent s'exprimer et partager leurs expériences, aider les établissements, guider les internautes dans leur prise de décision, manifester leurs émotions ou laisser une trace identitaire dans la vie. Selon un sondage dans les années 60, 58% des Américains cherchaient des informations sur les produits et les services, selon Janssen 2010, avant de faire un achat. En France, en 2019, 70% des consommateurs lisaient ce que l'on nomme les avis clients avant de réaliser un achat, selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, FEVAD et l'Institut national de consommation. Cette croissance
constitue sans doute une des raisons pour lesquelles les contenus des avis représentent un véritable enjeu, non seulement pour l'informatique et le marketing de la restauration, mais aussi pour les sciences sociales et humaines, selon Emma Tian et son avis 2017, Kang et al. 2018 et Brody et Haddad 2010. Dans l'informatique, l'on s'est intéressé à la création de programmes automatiques pour détecter des avis spam, repérer la polarité positive ou négative des phrases ou des termes, extraire les aspects évalués d'un service ou d'un produit. Ces programmes ont facilité l'exploration, l'extraction et l'analyse d'une vaste quantité d'avis. Les résultats de ces analyses fournissent des informations clés à propos du déroulement d'un service ou la qualité des produits-services, ce qui permet aux restaurateurs, bien sûr, d'améliorer leurs stratégies de marketing. En effet, une expérience de consommation satisfaisante ou insatisfaisante postée sur le web se propage rapidement de manière exponentielle, ce qui peut influencer un bien ou un mal sur la réputation des établissements. En ce sens, la prise en compte de cette nouvelle forme de communication par les restaurateurs est cruciale puisqu'ils doivent gérer leur image et apprendre à entretenir une bonne relation avec les consommateurs. De cette nécessité découle aussi le besoin pour la linguistique de mieux comprendre le langage qui est dans les avis en ligne, puisqu'il a comme but de guider la prise de décision des internautes et permet aussi d'établir des caractéristiques du style d'écriture d'une communauté linguistique virtuelle et véhiculer des aspects identitaires ou culturels. Les études ayant comme but l'exploration et l'analyse du discours dans les avis sont une minorité et se sont divisées en études énonciatives et études lexicales. Et les études énonciatives se sont intéressées à la description de ces stratégies discursives et communicatives utilisées par les auteurs des avis. Leur finalité est de caractériser les avis en les segmentant en séquences et de suggérer que les avis sont une empreinte des motivations dont on parlait tout à l'heure. Diascanis 2013, qui étudie les avis de voyage issus de TripAdvisor, suggère que les voyageurs se servent de ces stratégies argumentatives pour atteindre leur objectif de communication, lequel est véhiculé dans le contenu des avis par la description des séquences qui décrivent, qui racontent une histoire, qui suggèrent, qui recommandent, qui font une évaluation générale, qui expriment des souhaits, qui expriment des intentions, mais aussi des avertissements. En revanche, Mariottini Hernandez Toribio 2014, qui examine les avis des hôtels, des restaurants et des voyages, estime que les avis des clients du site TripAdvisor sont narratifs et que leur contenu articule des séquences de résumés, des témoignages, des descriptions, des évaluations, la coda et la fermeture. Dans ce même sens va la recherche de Van Laer. Elle propose que les avis se composent des éléments narratifs comme la conscience affective, cognitive, spatiale, temporelle et l'histoire émotionnelle. Et pour terminer, Seniego et al. 2020 affirme que les avis se caractérisent par un début, un centre où on trouve les évaluations positives ou négatives, et une fermeture où on trouve la recommandation, les remerciements et les compliments envers le restaurant ou le personnel. Ces analyses reposent seulement sur une caractérisation des énoncés des avis. Ils ne prennent pas en compte le fait que, par exemple, dans une séquence de description ou de narration, l'individu peut aussi faire une évaluation de l'endroit, du restaurant ou de l'hôtel, et que l'évaluation générale ne peut pas seulement se réduire à un jugement positif ou négatif d'une destination ou d'une expérience, mais qu'il peut exister d'autres éléments à évaluer. Dans le cas d'un restaurant, par exemple, le service, le repas, le cadre, la propreté de l'endroit, et entre autres. Aussi,
Par exemple, c'est Niego et Tales qui met en évidence que les évaluations positives et négatives sont au centre d'un avis. Une recommandation, le remerciement et les compliments, ils sont aussi des évaluations positives, sont des évaluations et ont une connotation positive ou négative. On ne peut pas les écarter comme si ce n'était pas une évaluation positive ou négative. Et dans les études du lexique évaluatif issues des avis en ligne ou d'autres sources d'exploration, on retient Ajuravsky en 2014 qui creuse profondément le lexique émotionnel en ligne, dans les avis en ligne, mettant en évidence le fait que les opinions négatives sur le restaurant cher sont associées au récit de traumatisme, car ils présentent un vocabulaire émotionnel négatif et les actions sont décrites au passé avec une utilisation accrue de termes oui et as. Inversement, les opinions positives au sujet des restaurants moins chers sont associées à l'addiction, vu qu'elles contiennent une grande quantité de termes relatifs au plaisir sensoriel et de termes longs. Dans la recherche de Cohen 2008 et d'ACA 2005, qui étudie les avis issus d'Amazon en anglais, suggère que les expressions émotionnelles comme I love the book ou worst book I ever read peuvent influencer les attitudes des personnes et guider leur prise de décision. Wilson et al. 2015, de sa part, va un peu plus loin et tente de proposer 4 types d'annotations. Des unités lexicales selon leur polarité intrinsèque, polarité en contexte, polarité neutre ou variable. D'un autre côté, Vasquez 2014 suggère que si l'évaluation est souvent exprimée par des adjectifs, il n'en demeure pas moins pour d'autres catégories comme les groupes de mots ou les adverbes. D'un point de vue sémantique, Jigongan 2019 avance l'idée que les termes évaluatifs sont chargés d'un sens susceptible de véhiculer les représentations d'images sociales ou des traits identitaires. Par exemple, la nourriture thaï a une image très positive dans les guides de voyage grâce à la haute présence de termes comme bon, délicieux, excellent, raffiné et goûteux. Alors, en résumé, il ressort donc que les avis clients sur TripAdvisor sont en train de prendre de l'ampleur dans le domaine de la restauration et de devenir un outil de recherche intéressant grâce à son contenu assez riche en matière linguistique. Soit l'on s'est concentré sur l'identification de la polarité des termes, comme dans le domaine de l'informatique, soit l'on a tenté d'identifier des traits évaluatifs discursifs des avis sans creuser, par exemple, la sémantique et la syntaxe des dits termes. Raison pour laquelle dans cette étude, nous nous posons comme question de quelle façon les catégories grammaticales contribuent-elles à l'expression de l'évaluation positive ou négative au sein des avis TripAdvisor au sujet des restaurants en français et en espagnol? Quels sont les traits de polarité sémantique et syntaxique de ces termes? Dans quelle mesure les fréquences de la polarité, les traits sémantiques et syntaxiques indiquent-elles des uniformités ou des divergences entre les deux langues? Mais avec quel objectif pour cette séance, nous allons aborder seulement l'évaluation positive ou négative et certaines stratégies qu'on utilise pour parler de pour mettre en évidence la polarité et les traits sémantiques. On ne va pas aborder aujourd'hui la partie de la syntaxe. Avec quel objectif je me pose ces questions? L'objectif réside sur trois champs, le niveau descriptif, le niveau méthodologique et le niveau économique. Dans le niveau méthodologique, je cherche à donner un panorama plus complet du discours évaluatif se trouvant dans les avis en ligne.
mieux comprendre les stratégies évaluatives utilisées par les internautes parlant deux langues assez proches mais différentes, l'espagnol et le français, et déterminer si les locuteurs utilisent des normes évaluatives différentes ou partagent plutôt les mêmes mécanismes évaluatifs. Sur le plan méthodologique, je propose un modèle d'analyse de l'évaluation dans les avis des restaurants, élaborer une comparaison quantifiée des caractéristiques liées à l'évaluation dans les avis en ligne au sujet des restaurants. Sur le niveau économique, cette recherche peut aider les restaurateurs à connaître mieux les objets évalués par les consommateurs et les attitudes des clients une fois passée l'expérience dans un restaurant. Avec quoi et de quelle façon pourrions-nous répondre à ces questions? Notre objet d'étude, comme l'a déjà mentionné, porte sur les avis clients au sujet des restaurants en français et en espagnol. Nos corpus sont comparables dans le sens où ils parlent du même sujet et sont issus du même site Internet et ont un registre comparable. Et ces avis ont été extraits de deux villes, Paris et Bogota. On a choisi le site restaurant le plus visité selon le site. Ces avis collectés ont été publiés au cours de la période 2017 à 2020. Un total de 1321 avis en français et 1275 avis en espagnol. Et pour être sûr du sens des termes, nous nous servons des dictionnaires comme les Petit Robert et les dictionnaires de l'usage de l'espagnol de Maria Moliner. L'exploration du corpus se réalise à l'aide de TXN, un logiciel de textométrie qui permet le traitement de données d'une manière semi-automatique ou automatique. Maintenant, le cadre méthodologique. Qu'est-ce qu'on appelle l'évaluation? Dans mon travail, j'aborde la définition d'évaluation que Thompson et Houston 2000 et Martinet-White 2005 proposent. Thompson et Houston proposent que l'évaluation est l'expression de l'attitude de l'orateur ou de l'écrivain sur sa position, son point de vue ou ses sentiments vis-à-vis des entités ou des propositions dont celui qui parle. Cette attitude peut concerner la certitude, l'obligation ou le désir ou un certain nombre de l'ensemble des valeurs. Cette définition, dans ce même sens, va Martinet-White. Il propose que l'évaluation implique l'affect, l'appréciation et les jugements envers une cible d'évaluation et ajoute deux aspects importants. Le premier réside sur le fait que le langage évaluatif comporte toujours en lui-même une polarité positive ou négative. Par exemple, joyeux, amoureux, adoré, joli, harmonieux, logique, ou négatif, peur, anxiété, furieux, sec, excessif, faux, intolérant, etc. Et ces attitudes, dans sa définition d'évaluation, Martinet-White propose aussi que l'évaluation peut implique un engagement, c'est-à-dire la prise de position du locuteur dans les textes de la gradation, et le degré d'investissement du locuteur qui joue un rôle essentiel dans le discours. Ces deux catégories sont dépendantes des attitudes de l'énonciateur. Quelles attitudes? L'affect, l'appréciation et les jugements. Martinet-White propose que les traits sémantiques véhiculés par le terme se divisent en catégories. L'affect qui aborde les émotions et les sentiments de l'énonciateur évaluateur,
à 4 catégories: l'inclination, la désaffection, le bonheur-malheur, la satisfaction, l'insatisfaction, la sécurité et l'insécurité. Dans les jugements qui touchent l'attitude de l'énonciateur vis-à-vis d'un être conscient du comportement de celui-ci ou des faits, par exemple, on a l'estime sociale et l'ascension sociale. Dans l'estime sociale est basée sur la valeur sociale et l'ascension sociale concerne les jugements au niveau éthique et moral. Les auteurs proposent dans l'estime sociale 3 sous-catégories: la normalité, la capacité et la ténacité. Dans la normalité, répond à la question: est-ce que la cible d'une évaluation est normale? Dans la capacité, comment est-elle capable? Comment la cible est capable? Et la ténacité, comment la cible persiste-t-elle? Dans l'ascension sociale, on trouve la véracité et l'éthique qui s'appuient sur les valeurs issues des devoirs civiques ainsi que des pratiques religieuses. Dans l'appréciation, on traite l'appréciation ou la dépréciation de l'énonciateur envers une cible non consciente, des choses, des lieux, des situations. On y range, les auteurs proposent la réaction qui engage la catégorie d'impact et qualité, la composition qui se divise en équilibre et complexité, et la valorisation qui concerne les jugements au niveau de la cognition. Comment sélectionner les termes évaluatifs à polarité positive ou négative? Bien, comme un de mes objectifs réside sur le fait de donner un panorama plus complet de l'évaluation, j'aborde les adjectifs, les noms, les verbes, les adverbes et les expressions figées qui véhiculent un trait positif ou négatif. Dans les adverbes, j'aborde seulement ceux qui terminent en « mot », qui expriment l'attitude du locuteur. Pour sélectionner les termes évaluatifs, on trouve des termes qui sont intrinsèquement positifs ou négatifs. Positif, joli, aimé, invité, heureusement. Négatif, moche, détesté, erreur, tristement. Mais il y a aussi des termes qui sont positifs ou négatifs en contexte. Et pour cela, pour savoir quels sont les termes positifs ou négatifs en contexte, je prends en compte les indications que Juvonyan donne pour identifier ces termes. Et ces termes sont positifs ou négatifs selon s'ils sont accompagnés par un terme s'ils sont la polarité est liée, ils acquièrent, les termes en contexte acquièrent une polarité positive ou négative s'ils sont liés avec un terme de coordination, comme par exemple le menu est copieux et simple. S'il y a un adverbe d'intensité très mince lié à la cible de l'évaluation, un temple ancien qui n'a pas été rénové, tant mieux. Lié au contexte large, on a quand même trouvé les dortoirs plus que basiques pour ne pas dire infréquentables, sans parler des sanitaires adjacents. En identifiant les termes qui sont évaluatifs à polarité positive ou négative, on était confronté au problème de la polysémie. Et c'est que les adjectifs et les adverbes peuvent avoir une propriété gradable ainsi qu'une valeur évaluative. Donc, nous avons écarté les adjectifs et les adverbes qui se trouvent à côté des noms des adjectifs évaluatifs, comme par exemple, le repas était d'une finesse exceptionnelle, la soirée a été une belle réussite, le cadre était étonnamment somptueux ou étonnamment belle et exceptionnelle, sont des adjectifs et des adverbes qui jouent un rôle d'intensité pour les noms. Les adverbes qui sont également porteurs d'intensité et placés à côté d'un verbe n'ont pas été non plus annotés.
C'est le cas de parfaitement, merveilleusement, excellemment, absolument, vraiment, etc. En observant notre corpus, on a trouvé que la présence de certains noms à côté d'un verbe ou d'un adjectif est susceptible d'avoir une connotation d'intensité. Nous avons préféré de les écarter des annotations. Par exemple, nous avons profité avec délice de ces grands repas. Délice, là, joue plutôt un rôle d'intensifieur. Je recommande avec plaisir. Cette viande était cuite à la perfection. Perfection et plaisir n'ont pas été non plus pris en compte. Comme la polarité d'un terme est susceptible de varier en contexte, car elle peut s'inverser, se renforcer, nous avons adopté les stratégies de polarité proposées par Zhibongyuan et Zhang pour pouvoir proposer notre modèle de codage en ce qui concerne la polarité. Oui, la polarité des termes. Donc, Zhibongyuan propose que les adjectifs peuvent acquérir un les adjectifs. Dans les adjectifs, on trouve des mécanismes d'inversion, c'est-à-dire que le terme négatif peut peut inverser sa polarité à positive s'il est accompagné par la négation pas, ne pas. Et c'est la même chose si un adjectif positif est accompagné par la négation, peut acquérir l'inversion, les cas par exemple de ce n'est pas bon, c'est-à-dire que c'est mauvais. Je ne suis pas déçu, c'est-à-dire que je suis content. Et le mécanisme de renforcement, ce mécanisme porte sur les adverbes qui accompagnent les adjectifs et dans ces mécanismes de renforcement, on trouve les adverbes très, plus, vraiment, absolument, beaucoup. Et je suis très déçue, l'exemple que je donne ici. Le mécanisme d'atténuation qui cherche à affaiblir la valeur des polarités. Je suis un peu déçue. Là, c'est le contraire du renforcement. Dans le renforcement, on augmente l'intensité. Dans l'atténuation, on affaiblit l'intensité. On trouve des adverbes comme un peu, quasi, moins, à peine. Et le mécanisme du degré moyen, qui ne change pas la polarité des adjectifs, mais qui confirme plutôt la valeur axiologique des adjectifs. Et dans ces adverbes, on trouve assez, généralement, bien, plutôt. Qu'est-ce que je fais avec ces mécanismes d'inversion? J'ai ajouté un mécanisme d'intensité ou d'affaiblissement que Zhang proposait. Zhang propose un modèle opératoire de la polarité et l'intensité. Il dit qu'un terme, par exemple, bon, est un terme standard, mais son intensité peut devenir fort s'il est accompagné par l'adverbe très. Ou son intensité peut devenir extrême si elle est accompagnée par l'adverbe extrêmement. Ou si il y a d'autres termes qui sont intrinsèquement plus intenses que d'autres, comme excellent, qui est un terme qui véhicule un sens extrême d'intensité. C'est le même cas pour mauvais. Donc, pour mauvais, c'est le terme standard. Et on trouve modéré, moyennement mauvais, faible, un peu mauvais, fort, très mauvais, extrême, extrêmement mauvais ou catastrophique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour mes annotations, pour proposer mon modèle de codage? Et pour les positifs, on trouvait donc l'inversion. La positive, c'était positive inversion.
ce n'est pas bon égale c'est mauvais. Si c'était une atténuation faible, c'est quand on propose ce n'est pas très bon, un peu mauvais, la force est atténuée et la polarité est inversée. Donc, on a proposé inversion, positive, atténuation faible. Pour les renforcements extrêmes et forts, on trouve positif renforcement extrême, positif renforcement fort. Dans les cas où on trouve la négation comme ce n'est pas extrêmement bon, est égal à un peu bon, c'est-à-dire que la force est atténuée et la polarité est conservée. Si l'inversion, si on trouve des exemples comme ce n'est pas un peu bon, on trouve, et ça serait très bon. La force est renforcée et la polarité est conservée. Dans l'atténuation, on pourrait trouver aussi positive atténuation modérée, positive atténuation faible, le degré moyen, positif degré moyen, positif non marqué. Le positif non marqué, c'est quand le terme se trouve isolé d'un adverbe de renforcement, d'atténuation ou de degré moyen ou d'inversion. Et on a mis autre quand c'est dans cette catégorie, oui, on a mis autre quand le terme se trouve accompagné d'un adverbe de renforcement ou d'atténuation, d'atténuation ou degré moyen renforcement. Bien, certains termes, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains termes ont intrinsèquement une force d'intensité et certains ne sont pas accompagnés par un terme d'intensité ou d'atténuation. Donc, nous avons vérifié à l'aide des dictionnaires la définition de ces termes. Et par exemple, on a exquis, qui selon la définition du Petit Robert, est le produit d'une impression très agréable par sa délicatesse. Ce terme a été classé dans la catégorie renforcement positif, renforcement fort. Et, si ce terme se trouve accompagné par un terme d'intensité, comme très exquis, il sera annoté positif renforcement extrême. D'accord? C'est la même chose par à rendre fou, qui, selon la définition du Petit Robert, est un état psychologique de trouble intense ou d'exaltation causé par une forte émotion. Cette expression est classée dans la catégorie des positifs renforcement extrême. Et maintenant, abordons les résultats préliminaires et une discussion. La description des corpus général des termes dans les avis TripAdvisor. Et un point de convergence, c'est que les avis des restaurants se caractérisent par un taux plus élevé de noms que des adjectifs et des verbes dans les deux langues. Ces résultats s'opposent à celui que Juravsky et al. 2014 nous ont proposé, qui disait que les adjectifs étaient beaucoup plus nombreux que les noms et les verbes. Une divergence, c'est que l'utilisation des pronoms est plus importante en français qu'en espagnol. Et l'inverse se produit avec les conjonctions. Celles-ci sont plus remarquables en espagnol qu'en français. Les termes évaluatifs à caractère positif ou négatif dans les avis TripAdvisor. Ici, on a une description générale. Seulement les termes qui sont positifs, seulement les termes qui sont négatifs dans les deux langues. Les convergences dans les deux langues, c'est que l'adjectif est la catégorie la plus utilisée pour véhiculer une polarité positive ou négative dans les deux langues. Les adverbes et les expressions figées sont les moins employés dans les deux langues. Comme vous pouvez les voir, 1,2%, 0,3% positif et négatif en français et 1 ou 0,4% positif et négatif en espagnol. Les divergences. La polarité négative des adjectifs est plus importante en espagnol qu'en français.
Les noms à caractère positif sont beaucoup plus remarquables en français qu'en espagnol. Et en revanche, je suis désolée pour la faute d'orthographe, en revanche, c'est pas avec A, c'est avec eux. Les verbes à polarité positive et négative sont légèrement plus nombreux en espagnol qu'en français. Donc ça, ce sont les premiers résultats d'une vue générale des termes évaluatifs positifs et négatifs. Les caractéristiques générales de ces termes évaluatifs, on trouve des termes incomplets, en français surtout, un accueil chaleureux, des vulgaires à se taper le C par terre par un prix raisonnable. Répétition des lettres dans un mot, et ça est mis en évidence dans les deux langues. On se sent comme à la maison, c'est simple et top. J'adore. Grand merci aux équipes cuisine ainsi qu'aux équipes du laboratoire pâtisserie. Delicia, divertida, quel lugar tan génial. Utilisation des majuscules et ou séparation des syllabes. Superbe découverte, accueil des plus courtois, un déjeuner parfait, parfait super. L'arroz también está bueno, agradable, le riz est bon, agréable. Muy bueno, sigue siendo un restaurante muy bueno, très bon, ce restaurant est toujours bon. Y el lomito de res a caballo, los tres estaban espectaculares, buen sabor. Et la viande à caballo, les trois étaient spectaculaires, un bon goût. Utilisation des suffixes ísimo pour renforcer le sens du terme, et surtout en espagnol. La decoración es súper linda y los tragos buenísimos. La déco est très belle et les liqueurs sont très bons. Aunque la calidad del producto es muy buena, el precio es elevadísimo. Même si la qualité du produit est bonne, le prix est très élevé. La verdad se vuelve hartísimo, pues tendría que hacerlo con. En vrai, c'est très fatigant et on devrait le refaire. Caractérisation de la polarité dans les avis au sujet des restaurants en français. Et là, je mets en évidence les résultats de la caractérisation des polarités seulement en français pour aujourd'hui. On met en évidence qu'il existe un taux de termes positif 57,4% et négatif 3,2%, qui ne présentent aucun mécanisme de polarisation. Et les termes à polarité positive sont très influencés par le renforcement fort, 18,3%, alors que les termes présentant une polarité négative véhiculent à un même niveau l'inversion et le renforcement fort. Et l'inversion avec 3,4% et le degré moyen 3,5% des termes à polarité positive sont marqués par un même pourcentage. L'atténuation faible modérée et l'inversion renforcement fort degré moyen sont les moins représentatifs dans les deux polarités. Quelques exemples par chaque catégorisation. Pour l'inversion positive ou négative, on aimerait pouvoir goûter tous les plats tellement ceux choisis sont excellents. Il n'y a aucune fausse note, aucune déception. Nous avons choisi le menu à 67 € qui n'a rien à envier à celui de 107. L'engagement collectif au service de cette œuvre ne fait aucun doute. Comme nous n'étions pas vraiment apprêtés pour l'occasion, j'avais une petite appréhension. Le personnel nous avait accueillis sans aucune différence de traitement. Pas de chance, inaccessible en voiture ce jour-là. Température dans le restaurant un peu juste. Enfin, une vraie croisière, un vrai repas de 2 heures, loin des bateaux-usines de Paris.
Les deux salles sont splendides. La spécialité macaroni est à ne pas louper. La crème de cheddar fait la différence et n'hésitez pas à demander plus de frites. Cela fait plusieurs fois que j'ai l'occasion de déjeuner et, chose rare, je ne m'en lasse pas, la qualité ne baisse pas. Positive, inversion ou atténuation faible, négative, inversion, atténuation faible ou inversion degré moyen. Les plats sont divins, pas trop d'attente. Magnifique lieu au cœur de Paris, le personnel très professionnel, décontracté, sans trop de familiarité. Au niveau des entrées, pas beaucoup de choix, pas très original et moyen. Quelque chose de typique, mais pas trop touriste. Et nous avons été satisfaits. Tout est super frais, mais ce n'est pas assez assaisonné. Et positif, renforcement fort ou extrême, et négatif, renforcement fort ou extrême. Nous avons beaucoup aimé notre dîner. Quelle magnifique soirée. Un grand merci pour ce dîner croisière. Des produits de haut professionnalisme et d'amour par le chef. Et le repas à 67 € était très, très correct. Le service agréable, un moment pur de bonheur, excellent dîner, repas juste sensationnel, une explosion des saveurs, je le recommande vivement. Ma conjointe avait renversé son verre malencontreusement et s'est excusée plusieurs fois. Le serveur, un garçon de 30 ans, complètement étourdi et à peine attablé, grosse déception. Mais nous sommes beaucoup trop serrés, c'est insupportable. Évitez cet endroit, puant de médiocrité. Ne restons pas sur une première impression catastrophique. Et positive, atténuation faible, modérée ou négative, atténuation faible. Ici, on a la croisière dure 2 heures, un petit bémol. La salle du haut est un peu moins chaleureuse. J'ai eu un petit coup de cœur. Je suis moyennement fan du pain des campagnes. C'est très correct, un peu déçu au niveau des desserts. Mon acompte a été crédité sur mon compte dans les 48 heures, mais je trouve un peu dur d'annuler une réservation aussi tard. Positif ou négatif, degré moyen. Les produits sont bien cuisinés et bien présentés, tout simplement parfaits. C'est très fin et surtout copieux. Je les conseille également. La carte des vins est assez courte, mais suffisamment étoffée. Seul bémol, les foie gras qui l'accompagnent très bien et le reste des tomates crues en particulier assez banal. Ou autre croisement de termes de renforcement et degré moyen. Équine, extrêmement bien organisé autour du directeur de salle extrêmement. Merlin frites avec sauce tartare ou tandoori pour l'autre plat, très bien exécuté. Quelle déception de manger un hamburger tiède. Ça ne devrait pas arriver dans un resto si bien classé dans TripAdvisor. Selon ces exemples, on met en évidence que l'inversion se réalise plus avec les noms et les verbes qu'avec les adjectifs. En revanche, le renforcement et l'atténuation s'effectuent de préférence avec les adjectifs. Quelques traits sémantiques véhiculés par le terme. Les énonciateurs informent autrui ce qu'ils ont ressenti en contact avec la cible. Donc, on trouve l'émotion bonheur-malheur. Quel émerveillement! Je ne suis pas du tout content. Toute l'équipe a su nous mettre à l'aise. Un cadre chaleureux, idéal pour admirer ce bateau. Le serveur en question a soufflé devant nous. On voyait clairement sur son visage que c'est le saoulé. Le saoulé, perdón. El interior es muy creativo, todo en toda una experiencia especial. Gracias, merci. Muy buen sabor y llena mucho de placer. De postres recomiendo. La decoración te impresiona. El servicio es excelente. Tristemente,
Ahora solo es un restaurante caro donde la comida es dura. L'inclination ou la désaffection. Dans l'inclination et la désaffection, on trouve les verbes émotionnels relatifs au désir, au souhait, à l'envie. Donc, là, dans les exemples en français, on a, pour se rendre compte que la cuisson n'était pas comme le chef le désirait, les burgers sont succulents et donnent envie de revenir. Aucune émotion que chacun de nos touristes souhaite retrouver. Et le dessert m'a fait un peu peur avec ce citron. Je craignais une grande acidité et ce n'était qu'équilibre. Si deseas comer rico, si vous souhaitez manger bien, porque la comida es buena, si quiere comida típica, parce que le repas est bon, vous voulez de la nourriture typique. Son muy buenos, pero quisiera recalcar el amor. Ils sont très bons, mais je voudrais souligner l'amour avec lequel ils ont préparé le repas. La decoración es diversa, tienen personajes muy lindos y otros cuantos, muñecas y payasos, producen miedo. La déco est très diverse, ils ont des personnages très jolis, d'autres qui produisent de la peur, comme des clowns et des doudounes. Oui. Sécurité, insécurité. On a la surprise. Et la surprise ou la déception. Et quelle surprise! Burger excellent. Dès l'entrée, l'ambiance chaleureuse créée par la décoration, mais en confiance. On s'attendait à mieux et plus chic, vu les prix. Llevamos una no tan grata sorpresa, las entradas populares. On a eu une mauvaise surprise, les entrées populaires. On était anxieux de connaître le fameux endroit recommandé. Satisfaction, insatisfaction. La seule satisfaction de ce repas était le dessert. Ce restaurant ne m'ennuie jamais. Je n'arrête pas de profiter de ce bon repas. Mi satisfacción, los langostinos en salsa dulce, una variada carta de cócteles y tuve el placer de probar. No es recomendable ir, solo ya que podría morir del aburrimiento. Les locuteurs informent autrui un jugement positif ou négatif de l'objet évalué. Un jugement envers le service. On sent une équipe soudée, vous méritez une 4e étoile. L'accueil était maîtrisé. Le directeur s'adresse aux British, mais ignore les francophones suisses. Serveur très agréable, souriant. Un peu pareil en espagnol. Nuestra mesera, notre serveuse, était excellente et très disposée à nous servir. Nos atendió tal persona, una persona increíble, preocupada por la satisfacción de los clientes. Telle personne nous a accueillis, c'était une personne incroyable, et s'inquiétait s'inquiétait de la satisfaction des clients. Atención deplorable y un insulto a la inteligencia, une attention déplorable, je ne suis pas sûre si on traduit comme ça. Bon. Et un insulto a la inteligencia et un insulte à l'intelligence. Et dans l'éthique, là, je mets quelques adjectifs ou quelques noms-verbes qui appartiennent à cette catégorie de l'éthique, selon Martina White. Adorable, arnaque, éthique, bienveillante, ladrón, modesto, humilde, respetuoso, capacité, aisément, allègrement, avisé, chistoso, educado, productivo, normalité, agréable, amabilité, amicalement, en espagnol alegre, normal, encantador, ténacité, aux petits soins, antipathique, appliqué. Une appréciation envers le repas, le cadre, l'ambiance ou les restaurants, une situation, l'expérience en général.
La carte correspond à nos attentes. Burger et tartare correspondent. Les plats sont servis au moment indicat. Indicat, c'est les termes positifs. Un voyage visuel et gustatif. Un voyage, les termes positifs. Et que je recommande aux amateurs des genres. Et des plats copieux et bien chauds. La Tour Eiffel scintillante à 22 heures était le clou du spectacle d'une soirée réussie. Calidad en la comida y la belleza del sitio típico. Tiene música en vivo, pero solamente merece la pena ir a verlo. Una mezcla de cultura, fiesta, sabrosura y mucha originalidad. Là, on a quelques exemples de la catégorie qualité proposée par Martin White. Un français grand, joli, beau, chaud, un impact audacieux, étonnant, délicieux. Valorisation authentique avec qualité, bateau, usine. Composition, balance, convenable, harmonieux, convenir, confort. Eh bien, nous arrivons au bilan et perspective. Et là, pour le pas que je dois suivre, c'est de faire un réexamen de la polarité et du sens des termes évaluatifs dans les deux langues. Je dois intégrer une méthode statistique fine de la polarité et du sens des termes évaluatifs dans les avis et savoir est-ce qu'ils évaluent, est-ce qu'ils veulent mettre en avant la confiance envers le restaurant, son originalité, sa qualité, la satisfaction globale dans les deux langues. Et exploration, je voudrais aussi explorer les cibles et le rapport avec les termes évaluatifs. Et comme une dernière perspective, sortir les avis de leur statut des commentaires, opinions, pour faire un objet d'étude ayant son fonctionnement propre dans les discours évaluatifs. Et je vous remercie pour votre attention et maintenant j'aurai le plaisir de répondre à vos questions. Très bien, merci beaucoup Nubia pour cet exposé. Alors, j'aurais peut-être dû vous dire, comme je crois que vous n'avez pas pu assister aux séances précédentes faites par les doctorants, j'aurais peut-être pu insister avec vous avant cet exposé sur le fait que l'intérêt, surtout pour les étudiants de master, ce sont les questions de méthodologie. C'est principalement pour cette raison que je propose ces exposés de doctorants, parce qu'on voit bien là une recherche en train de se faire, les problèmes méthodologiques qui sont rencontrés. Alors, c'est pour cette raison que j'aimerais peut-être revenir sur un certain nombre de questions qui concernent votre étude de corpus. Alors, puisque vous avez une méthodologie qui est vraiment une étude de corpus. Alors, c'est très intéressant parce que beaucoup de recherches aujourd'hui utilisent ce type de méthodologie. Et vous avez dit donc que vous avez utilisé le logiciel TXM. Vous avez justifié un petit peu, vous avez montré que dans les avis, on peut distinguer différentes parties, que le codage de l'évaluation pose toutes sortes de problèmes que vous avez exposés. Mais disons que j'aimerais bien essayer de revenir sur disons la construction progressive de votre outil d'analyse. Hein. Et toutes sortes de renseignements détaillés, d'illustrations, etc. Mais au bout d'un moment, on se perd un petit peu dans les détails et on oublie quel était à la fois le but et quelle a été la méthode qui a été suivie. Donc, votre but, c'est d'analyser les avis des restaurants, les avis qui sont sur les avis au sujet des restaurants à partir du site TripAdvisor. Vous avez, alors là, mettons, ça c'est l'idée de départ. Je vais analyser ça sur 2 langues. Alors, vous pouvez dire d'abord quelle est la motivation, pourquoi vous avez justifié en disant qu'il existait déjà des études sur ces questions, hein, et d'ailleurs vous avez de références bibliographiques, mais si vous deviez retenir vraiment l'essentiel, quel est l'intérêt linguistique de ce projet? Bien. J'ai nommé là
que l'objectif de cette recherche s'est divisé, avait trois niveaux, impliqué trois niveaux. Un niveau descriptif, parce que je voulais explorer le langage évaluatif de ces avis et déterminer quels étaient les points de divergence et convergence entre les deux langues. Pourquoi identifier les convergences et les divergences entre les deux langues. Parce que les recherches qui se sont menées sur les avis portent plutôt sur l'anglais. Et il n'y a pas de recherches qui se mènent sur d'autres langues différentes à l'anglais. C'est pour cela une des premières raisons pour lesquelles je choisis de travailler sur les avis, le langage évaluatif de ces avis. Aussi parce que les recherches qui travaillent sur les avis se sont concentrées sur les adjectifs. Ils cherchent à classer les adjectifs s'ils sont positifs ou négatifs. Donc, je veux montrer que dans les avis, on n'utilise pas seulement que des adjectifs pour évaluer un service, un repas ou le cadre d'un restaurant. Il y a aussi des noms, il y a aussi des verbes, il y a aussi des adverbes qui, même si ils ne sont pas assez répandus dans les avis, ils qualifient un objet ils qualifient une cible dans les avis. Et au niveau méthodologique, je voulais explorer et proposer mon objectif au niveau méthodologique, c'est parce que je veux proposer un modèle décodage permettant de distinguer ces stratégies que les locuteurs utilisent pour qualifier une cible positive ou négative. Et au niveau économique, c'est justement parce que mon étude peut servir aux restaurateurs pour qu'ils connaissent plus en profondeur les attitudes des locuteurs et aussi les objets qu'ils évaluent quand ils passent une expérience au restaurant. Alors, je vais revenir ensuite sur les trois premières motivations qui sont tout à fait pertinentes, hein, mais simplement pour ce dernier cas-là, pour le cas de la justification économique. Est-ce que ça signifie que vous imaginez que le travail que vous allez avoir fourni va pouvoir être utilisé par un restaurant pour pouvoir automatiquement détecter des avis sur son restaurant, c'est ça? Oui, pour identifier les attitudes. Ouais. Quand je parle des termes comme magnifique, joli, ce sont des termes qui portent un sens. Donc, l'effet de les caractériser au niveau sémantique, ça permettra peut-être plus loin, pas maintenant parce que c'est pas mon objectif, oui, mais plus loin, d'établir peut-être un traitement, un logiciel, par exemple, des termes qui portent tel trait sémantique et qui peuvent aider les restaurateurs à savoir, à connaître les attentes et aussi les goûts, on va dire, des clients, des consommateurs. Ok, donc c'est-à-dire dans ce cas-là, c'est pas seulement la dimension évaluative positive ou négative, disons pour simplifier, mais également les attitudes, c'est-à-dire les attitudes ou les caractéristiques du restaurant, c'est-à-dire que les restaurateurs auraient accès automatiquement à partir de l'analyse des avis qui sont donnés sur leur restaurant, disons, aux grandes caractéristiques qui sont appréciées et qui font… Oui, les caractéristiques qui sont les plus remarquables dans leur établissement. Voilà. Alors écoutez, c'est un point intéressant, pas tellement pour l'analyse linguistique,
mais pour la valorisation, si vous voulez, la valorisation de votre projet de recherche, éventuellement, avec un projet de ce genre-là, vous pouvez peut-être essayer d'obtenir un stage dans un établissement qui serait intéressé par ce genre de choses. Et il faut être capable, si vous voulez, d'en parler un petit peu, éventuellement, et un peu plus en détail. Mais enfin, je ferme cette parenthèse, mais c'est important, dans un cas comme le vôtre, où on n'est pas seulement dans la recherche fondamentale, mais dans une recherche qui a des applications, ce qui est aussi très intéressant en linguistique. Hein. C'est important d'être capable de parler avec précision de ce qu'un client éventuel pourrait obtenir avec votre travail. Hein, parce que ce serait en effet très, très, très utile. Bien. Alors, je reviens quand même sur les justifications que vous avez données, les autres, pour sur leur justesse, parce que ça, c'est un point sur lequel j'insiste toujours, en particulier en linguistique, hein, on peut toujours travailler sur toutes sortes de choses. On peut compter, je veux dire, maintenant qu'on dispose de corpus, de moyens électroniques pour compter des mots, des types on peut compter n'importe quoi. Mais la question est de savoir à quoi ça sert. Quel est l'objectif? Pourquoi on fait ça? Il faut, évidemment, on peut toujours dire, oui, voilà, ben, moi je vais étudier l'imparfait dans la recherche du temps perdu de Proust. Bon, bah, d'accord, mais pourquoi? C'est extrêmement important en linguistique d'être capable de dire à quel genre de questions on touche, quel est le problème ici. Alors, la première justification que vous avez donnée est tout à fait judicieuse, c'est que, en effet, les études qui portent sur ce type de problème sont faites uniquement en anglais. Par conséquent, leurs résultats peuvent être sujets à caution. Et c'est une justification, alors là, c'est une justification interne à une problématique. Hein. On admet comme une chose acquise que cette question de l'évaluation automatique des avis a un intérêt intrinsèque, parce qu'il y a un intérêt économique évident, hein, on l'a vu. Donc, on ne se pose pas la question de savoir, à la limite, à quel problème de linguistique fondamentale ça pourrait répondre. La problématique linguistique fondamentale, je pense que tout le monde l'a bien compris, c'est la question de l'axiologie, des valeurs dans le discours, de l'évaluation, etc. Ça, c'est au fond une question théorique intéressante en linguistique. Hein. Mais là, on entre tout de suite dans une problématique qui a son intérêt propre, voyez, où on n'a pas tellement besoin de justifier l'intérêt, à la différence de, par exemple, si j'étudie les imparfaits chez Flaubert, pourquoi pas, hein, ou ailleurs, ou chez Proust, il faut que j'ai une justification. Une justification, ça peut être je vais tester un modèle théorique sur les temps et les modes et vérifier telle ou telle hypothèse. Voilà, mais il faut être capable de dire ça, évidemment. Hein. Travailler sur l'imparfait ou sur les articles ou sur n'importe quoi sans aucune raison, ça n'aurait pas de sens. Bon, dans votre cas, disons, le sujet de recherche, il a une sorte d'évidence intrinsèque qui est le fait que cette recherche a un impact économique. Et par contre, en effet, la question se pose de connaître la fiabilité des recherches disponibles. Or, en effet, en élargissant les langues, en travaillant sur le français et l'espagnol, vous pouvez discuter des résultats déjà obtenus. Alors ça aussi, un point sur lequel j'insiste pour une raison assez simple et en même temps très importante, c'est que dans une recherche, que ce soit en linguistique ou en n'importe quoi d'ailleurs, vous ne devez au fond quasiment rien considérer comme acquis. Un résultat que vous voyez, bon, vous pouvez vous y fier, bien sûr, on ne peut pas non plus tout remettre en cause, mais dès qu'on touche au cœur de votre recherche, le premier réflexe est d'avoir un doute et de vous dire, bon, d'accord, sur tel type sur mon sujet, voilà ce qu'on dit d'habitude. On dit d'habitude que dans les avis, on utilise des adjectifs. Bon, bah ok, mais c'est pas sûr. Donc, je vais voir, moi, dans mon corpus, ce que ça donne. Et c'est ce que vous avez montré, cette dominance des adjectifs, elle est contestable, puisque, comme vous l'avez bien expliqué,
on a aussi beaucoup d'autres parties du discours qui véhiculent des avis. Et ça n'a pas été remarqué jusqu'à présent, pour une raison simple, c'est parce qu'évidemment, on pense tout de suite aux adjectifs, hein, bon, excellent. Ouais. Mais le fait d'approfondir l'analyse en allant chercher du côté des noms, des adverbes, etc., c'est important. Voilà. Est-ce que vous voulez préciser un petit peu ce que je viens de dire? Parler sur les moyens, comment je fais pour recueillir, pour identifier les… Non, je voulais dire simplement la façon dont j'ai résumé votre objectif. Est-ce que ça correspond à ce que vous pensez, vous? Ah oui, d'accord. Oui. Vous êtes d'accord? Je suis désolée. Ok, très bien. Bon, alors maintenant, on a donc une justification de la recherche et on se lance dans la recherche. Donc, est-ce que donc vous avez dit que vous avez utilisé le logiciel TXM? Qu'est-ce que vous avez fait avec ce logiciel? Est-ce que vous pouvez l'expliquer un petit peu, même si vous n'avez pas de diapositive pour le montrer? Bon, avec mon logiciel, ce que je fais, c'est d'abord, ces logiciels présentent plusieurs outils pour explorer les corpus. Donc, un des outils qu'il propose, c'est la liste des termes, la liste du lexique. Et ça me donne tous les mots qu'il y a dans les corpus. Et il me donne aussi les fréquences que chaque mot apparaît dans le texte. Et donc, par exemple, il m'a montré agréable cette occurrence. Mais il m'a montré aussi agréable en majuscule ou agréable s'il y avait une lettre qui était plusieurs fois répétée. Et il m'a montré de même le nombre d'occurrences. Et c'est là, d'avoir une liste du lexique des avis, cela m'a permis d'identifier les termes qui étaient intrinsèquement positifs. Donc, comment vous avez fait à partir de votre liste pour travailler? J'ai identifié, ça me donne une liste, il me donne des listes, par exemple, agréable et bateau, et des termes comme agréable, bateau, propre, et sale, et mérité, joyeux. Et l'étude l'exploration de mon corpus, je l'ai fait à plusieurs reprises. Une première fois où cela me permettait d'identifier les termes qui sont intrinsèquement positifs, comme agréable, joli, etc. Après, j'ai fait une deuxième lecture où j'ai pris tous les adjectifs et tous les noms qui sont abstraits, mais qui ne sont pas susceptibles de véhiculer un sens positif ou négatif sans avoir un contexte. D'accord? Parce que, par exemple, le terme décoré, si je le nomme comme ça, dans la liste du lexique, il apparaît tout simplement décoré. Mais si ce terme a un sens positif ou négatif, je peux le définir seulement en regardant le contexte. Donc, si j'ai cliqué sur le terme, ça m'est renvoyé au contexte, à la vie, et je pouvais lire et savoir si ce terme était chargé d'une polarité positive ou négative. D'accord. Mais alors, pour que les étudiants comprennent bien, les étudiantes comprennent bien, est-ce que vous pouvez dire très concrètement comment vous avez fait? Vous avez créé un tableau Excel et vous avez pris chaque mot et dans une colonne, vous avez écrit quelque chose? Comment vous avez procédé? Non. Je n'ai pas fait des tableaux Excel parce que le TXM me donne un tableau du lexique. Ouais, quand je vais dans l'outil, je clique sur lexique du corpus, et là, ça me donne un tableau. Et le tableau me le fournit, est fourni par TXM. Oui, d'accord, mais vous avez dit que vous ajoutez l'information selon laquelle un terme est intrinsèquement positif ou négatif, etc. Vous le mettez où vous le mettez dans ce tableau-là?
Ou alors vous créez un autre tableau? Comment vous avez fait? Ah non, 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 parce que ça, c'est dans le même logiciel. Dans le même, j'ai pas, pour le moment, j'ai pas créé des tableaux Excel. Je le Donc, fais que vous sur faites le tout sur logiciel. TXM. Oui, tout sur TXM. Ouais. C'est-à-dire que vous Je avez fais, la possibilité sur TXM d'ajouter des colonnes pour donner des caractéristiques supplémentaires. non, pas d'ajouter des colonnes, d'ajouter des annotations. Ah, alors, est-ce que vous pouvez expliquer ça? Donc, Notation. une fois que j'aurai lu tous les lexiques et que j'ai identifié les termes, là, je vais dans une autre fenêtre qui me permet d'annoter les termes qui sont positifs ou négatifs. Donc, dans cette annotation, il y a une partie qui s'appelle catégorie. Et là, si je clique dans catégorie, je peux ajouter la notation que je veux ajouter au terme. Par exemple, positif, renforcement. Et là, une fois que j'ai construit cette catégorie, je peux le faire pour tous les autres termes qui ont ces mêmes traits de polarité. D'accord. Donc, Et c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai fait avec la notation. Pour le moment, j'ai pas fait des tableaux Excel. non, non, mais on n'en a pas forcément besoin. C'était simplement pour essayer de bien comprendre comment vous avez procédé. C'est vrai que, Si vous me permettez, je oui, peux vous montrer les logiciels et vous oui, indiquer oui, comment j'ai fait, que oui, oui, c'est plus facile. ce serait très bien. Allez-y. Bon, alors, attendez-moi, je vais arrêter de partager mon écran pour vous envoyer dans l'autre écran. D'accord. Alors, Une parmi les seconde. étudiants et les étudiantes qui sont présents, est-ce que vous connaissiez ce logiciel TXM? Moi, je connaissais pas, monsieur. Oui. Vous pouvez répondre par le chat, hein. Alors, je vois une question par le chat à laquelle on répondra tout à l'heure, qui dit je voudrais savoir la façon de récolter les avis. Est-ce qu'on les télécharge en vrac, etc. Bon, ça, on utilise TXM, mais vous allez voir, peut-être que Noudia va vous le dire. Oui, Joël, vous connaissez plus? Alors, une seconde, parce que ça prend un peu de temps pour Oui, je vous en charger prie. les corpus. Non, mais voilà, c'est quand même intéressant parce que même pour des études un peu stylistiques, etc., si on peut charger des textes littéraires, je dis cela parce que j'ai vu une réaction d'Adrien qui a fait l'exposé la semaine dernière. Et puis je vois que la plupart des étudiants ne connaissaient pas ce logiciel. Donc, il en existe beaucoup maintenant des logiciels de traitement de texte. Oui, oui, Donc, c'est vrai. c'est intéressant quand quelqu'un a bien expérimenté et connaît bien un logiciel qui nous explique un petit peu les avantages, les inconvénients, comment ça marche. Est-ce que c'est facile d'accès? Oui. En attendant que le logiciel, je vous réponds à la question et je voudrais savoir de quelle façon récolter les avis. Vous téléchargez un vrac, tous un avis? Non. Ça peut se faire de différentes manières. Et ça peut se faire manuellement, prendre avis par avis, copier-coller. Sinon, ça peut se faire aussi par une capture d'écran. Et aussi, ça peut se faire par comment ça s'appelle ça? Récolter des avis dans en grande quantité par le moyen de je suis désolée, j'ai oublié le nom d'un scrapping. Qu'est-ce que c'est un scrapping? C'est de créer un code informatique pour télécharger, pour extraire des avis ou l'information qu'on veut d'Internet et en grande quantité.
Mais pour cela, il faut avoir aussi d'autres programmes. Est-ce que vous pouvez répéter, Nubia, là, parce que ça a coupé pendant que vous expliquiez ce dernier moyen Le dernier moyen, c'est par un scrapping. Et un scrapping, c'est un grattage du net. Et ça se réalise au moyen d'un code. On crée un code par Jupyter ou par Python. On crée un code et puis on télécharge tous les avis que vous voulez. Mais ça dépend aussi du site que vous allez scraper. Parce que maintenant, il y a beaucoup de restrictions où les sites n'autorisent pas le scrapping. Donc, il faudrait lire aussi les indications, les restrictions du site à scraper. Ouais, un point méthodologique important, c'est que quand on utilise comme ça des avis en ligne et que bon, vous les avez choisis de telle date à telle date, vous aviez dit pour un certain nombre de restaurants, il faut à un moment donné télécharger toutes les informations telles qu'elles sont parce qu'elles peuvent être modifiées dans le temps et si vous ne faites pas une sorte de photographie de votre corpus, ben, il risque de se modifier et vous ne pouvez plus travailler. Oui. Oui, bien, je vais vous partager mon écran et pour vous montrer comment je fais avec mon corpus TXM. D'accord. Vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Donc là, c'est le logiciel TXM. Oui. Là, j'ai chargé mes deux corpus, le corpus en espagnol et le corpus en français. D'accord? Donc, une fois qu'on clique sur Corpus FR, Corpus français, là, je peux avoir une liste du lexique ou calculer le lexique d'une requête. D'accord? Comme je veux d'abord explorer mon corpus pour savoir si les termes ont une polarité positive ou négative, je clique là. J'ai les mots, tous les mots qui sont dans mon corpus avec le nombre d'occurrences, la fréquence. Donc, on va mettre là, par exemple, on a très, parfait, bonne, aussi, dîner, plaisir, et Paris, équipe, burger. Là, on a tous les mots. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon corpus? Dans une première lecture, j'ai pris tous ces mots et j'ai identifié quels étaient les mots qui avaient une qualité positive ou négative. Alors là, on peut les voir parfaitement. Parfait, bonne, plaisir, excellent. Et là, je peux continuer à regarder tous les mots. Merci, chaleureux, délicieux, mais entre autres. Ces logiciels me permettent d'identifier, de savoir aussi si ce terme, quelle est la catégorie grammaticale des termes, le nombre d'occurrences par catégorie, par exemple, nom, les prépositions, les adjectifs, les articles, les adverbes. Et avec l'outil de calcul des lexiques et des requêtes, je peux savoir combien et quel est le nombre d'occurrences qu'un mot peut avoir dans mon texte. Par exemple, annoter un mot comme positif ou négatif. Je vais vous montrer. Alors, joli. Alors là, j'écris le terme joli, faire lemme, d'accord? Et il me dit que joli a 43 occurrences, d'accord? Pour annoter ce terme,
je vais là, dans catégorie. Donc, je peux annoter les termes par mot et mot propriété, je la catégorie si c'est un adjectif, si c'est un nom, si c'est un adverbe, si c'est un verbe. Dans la catégorie par mot, alors, là, si par exemple, j'ai un terme qui est dans ma requête, j'ai pris par exemple, bon, je sais pas, bateau. Non, mais on va mettre. Je sais pas, beauté. Donc, on imagine, beauté par exemple, il est 11 fois dans mon corpus. Là, je peux voir si ce terme a bien une annotation des noms, si c'est un nom. Si ce verbe, j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct. Si par exemple, beauté, là figure comme un adjectif, je peux le changer. Donc là, je sélectionne et je choisis la catégorie. Parce que ça c'est un si c'était un adjectif, là, je choisis la catégorie non pour le annoter de la manière correcte. D'accord? Ça, c'est juste pour les catégories. Mais si je veux ajouter les catégories de moi-même, là, je vais sur affecter, je sélectionne les mots que je vais annoter, je dis polarité, et là, dans la polarité, la note, je mets le terme que je veux, la notation que je veux pour ce terme. Dans ces cas-là, que j'ai mis positive non marquée. Voilà. Et toutes ces caractéristiques de polarité, c'est vous qui les avez ajoutées. Hein, oui, c'est moi qui les ai ajoutées. Alors que les caractéristiques alors que les caractéristiques de classe grammaticale, elles étaient déjà ah oui, elles étaient déjà là hein. sur le... Oui. Les annotations que moi je vais ajouter, ça je peux les faire moi-même. Mais voilà. Pas les catégories grammaticales, ça je ne peux pas les faire. C'est le logiciel qui les a. Okay. Donc, une fois là, que vous avez... Oui, pardon. On clique sur un plus et puis on ajoute le nom de la catégorie, je ne sais pas, terme, quantité, et puis vous cliquez OK, vous ajoutez la valeur, quelle valeur vous donnez à la polarité. Donc, c'est une polarité, ça appartient à une polarité, mais c'est une polarité positive ou négative. Donc là, j'ai ajouté plusieurs. Négative, inversion, degré moyen, positif, etc. Alors, une fois que vous avez annoté tout votre corpus, c'est déjà un gros travail hein, d'annoter tout le corpus, puisque vous aviez... Est-ce que vous pouvez rappeler combien de mots différents vous aviez à annoter? Oh, il y en a beaucoup. Et différents, bon, je vais... À peu près. Oui. Il y en a beaucoup, il y a au moins 500 mots. 500 mots différents que vous avez annotés. Oui. 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 Et tout ça, en tout dans le corpus, il y a 10 400 mots qui possèdent une polarité positive ou négative. Oui, mais il y a 10 400 et quand vous dites 500, c'est parce qu'il y a une répétition, c'est toujours les mêmes mots. Quoi. Ah oui, bien sûr. Oui. Il y a des répétitions, oui. Voilà, donc 500 annotations, bon, c'est beaucoup, mais c'est faisable, hein, c'est pas comme 5000. Et ça vous... Alors, après, ça vous permet quoi? Alors, après, ça me permet d'avoir des statistiques. Ouais. À calculer la spécificité des termes. Et pour cela, je clique sur mon corpus et là, je peux avoir...
Ah là, j'ai cliqué sur non, c'est là. Là, je peux calculer les requêtes. D'accord? Je peux avoir les spécificités des termes. Donc, je vais calculer, par exemple, la requête polarité, référence, et positif non marqué. Et là, normalement, examen de cas sémantique. Et là, bon, j'ai calculé, là, c'est une requête que j'ai construite en fonction des annotations que j'ai créées. D'accord? Donc là, j'ai pris polarité et je veux savoir quel est le nombre d'occurrences des mots qui sont positifs non marqués. D'accord? Donc là, on a parfait. Bon, merci, délicieux, chaleureux, de qualité agréable, maison magnifique, etc. Si je veux avoir les spécificités du corpus, il me faut donc envoyer envoyer propriété, édition. Comment j'ai fait? Cliquons que c'est ça. Vraiment. Alors, si j'ai calqué ça, on peut dire les concordances envoyées vers la progression. Oh non, je ne pourrais pas vous dire. C'est pas grave, c'est pas grave. On commence déjà à voir beaucoup plus concrètement quelle est l'utilisation de l'outil. Ensuite, il faut explorer et puis en général, des tutoriels qui vous expliquent un petit peu comment. Vous avez appris toute seule, vous n'avez pas eu une forme. Oui, toute seule. Oui, vous avez appris toute seule, donc c'est faisable, hein, oui. c'est quand même relativement accessible comme logiciel TXM. Très bien. Alors, merci beaucoup de nous avoir présenté un petit peu ce logiciel. Donc, vous voyez qu'à partir de là, bon, c'est bien d'avoir un outil qui calcule, mais vous l'avez vu, Nubia a été obligé de faire toute une analyse véritablement linguistique pour savoir comment coder. Parce que c'est une chose de dire qu'on va coder positif, négatif, etc. Mais vous avez vu, dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des inversions. Un terme positif peut être positif, mais s'il y a une négation devant, ça devient un terme négatif. Donc, mais ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir un terme positif et d'avoir un terme négatif inversé. Ça ne produit pas le même effet, d'où la nécessité de le coder différemment. Mais ça s'explique. Hein. En fait, si vous voulez, ça a l'air tout bête comme ça de dire, bon, bah, on donne des avis, enfin, je veux dire, on entre des caractéristiques, mais toute la partie, si j'ose dire, strictement de compétences linguistiques, d'analyse linguistique, elle est dans les problèmes que pose le codage. Hein. Vous êtes d'accord, ou bien? Oui, je suis là. Oui, il faut... Quand les termes, par exemple, dans mon côté, dans ma recherche que je travaille la polarité, pour les termes qui sont intrinsèquement positifs ou négatifs, c'est plus facile de les identifier. Mais il y a énormément de termes qui n'acquièrent une polarité qu'en contexte. Donc, il faut forcément aller en contexte, aller dans les avis pour lire et savoir si ce terme a une polarité positive ou négative. Donc, tout ça, ça demande un peu de temps et aussi d'attention. Parce que parfois, par exemple, je vous disais, il y avait des adjectifs et des adverbes qui acquièrent aussi un degré d'intensité. Donc, pour certains verbes qui étaient intrinsèquement positifs, comme par exemple excellent ou magnifique, il me fallait aussi regarder et être sûr que ces adjectifs n'agissaient pas comme, n'avaient pas un degré d'intensité s'ils étaient accompagnés par un terme positif. Donc, il fallait toujours regarder le contexte.
pour Alors, pouvoir c'est les ça. identifier. Oui, pardon, c'est ce point sur lequel j'allais vous poser une nouvelle question. C'est-à-dire qu'on on vient de voir là un petit peu tous les problèmes d'annotation. Comment je fais pour annoter? Quels sont les problèmes linguistiques que je rencontre? Mais vous avez aussi, à un moment donné de votre exposé, insisté sur ce que vous n'avez pas annoté. Hein, il y a des mots qui apparaissent, ont une dimension, des adverbes par exemple, qui ont une valeur d'intensité plutôt que vous n'avez pas annoté. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cet exemple et parce que là aussi, c'est un problème méthodologique. Oui. Bon, alors, est-ce que vous pouvez reprendre, soit avec le diaporama, soit sans le diaporama, hein, si vous avez un exemple en tête, c'est le cas où on tombe, on se dit, bon, bah, on va annoter des termes qui ont une dimension, une polarité, quoi, positive ou négative, puis à un moment, on voit un terme qui a une polarité, mais on ne va pas la noter. Pourquoi? Oui, je vais vous expliquer. Donc, vous voyez mon écran? Oui, oui. Ok. Bien, donc, comme il y avait des adjectifs et des verbes qui étaient évoqués en sens d'intensité, je ne les ai pas annotés. Et ça, c'est le cas, par exemple, là. Le repas était d'une finesse exceptionnelle. La soirée a été une belle réussite. Le cadre était étonnamment somptueux. Donc, pour cela, pour pouvoir identifier quels étaient les adjectifs et les adverbes ayant un trait d'intensification, je devais déjà savoir que le mot qu'il qualifiait, c'était un terme concret et pas un terme abstrait. Par exemple, finesse. Finesse est un terme abstrait. Si je dis le repas était d'une finesse, déjà d'une finesse, c'est-à-dire que le repas était très bon, que la qualité du repas était très bonne. Donc, si je garde la phrase le repas était d'une finesse, déjà d'une finesse a un trait positif. Mais si j'ajoute exceptionnel, c'est-à-dire que j'ajoute un degré d'intensité, que c'était énorme, c'est cette qualité que je donnais au repas. Donc là, j'ai évité ces adjectifs qui étaient à côté d'un terme, d'un nom et abstrait, qui véhiculait une qualité aussi évaluative. D'accord? Le même cas pour la soirée a été une belle réussite. Réussite est un terme abstrait qui véhicule aussi un caractère positif. En conséquence, belle véhicule un sens d'intensifieur. Et je ne l'ai pas annoté dans ces cas-là. Pour les adverbes, il y avait certains auteurs qui proposaient une liste des adverbes véhiculant un degré d'intensité. Et ça, c'était Jacques Cueguis 2016. Elle propose une liste d'adverbes d'intensité. Donc ça, j'ai écarté ces adverbes. Si c'était à côté d'un verbe ou d'un adjectif, je les ai écartés, je n'ai pas pris en compte, je ne les ai pas annotés. Je les ai annotés seulement si ils n'indiquaient pas un degré d'intensité, comme par exemple, et ça ne me vient pas à la tête maintenant, ah oui, nous avons été accueillis chaleureusement. Chaleureusement, dans ces cas-là, je l'ai annoté parce que, selon Jackiewicz, cet adverbe n'a pas un sens intensifieur, d'intensité. Et lui, il qualifie plutôt l'action des serveurs. C'est l'accueil des serveurs qui était chaleureuse. D'accord? Oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, 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 vous avez très bien répondu. L'idée étant, donc, mais vous l'avez expliqué aussi au plan théorique, de bien distinguer l'évaluation de l'intensité. En fait, et ça, vous êtes appuyé sur un certain nombre d'auteurs
qui avait avant vous aussi remarqué. Hein. Oui. Très bien. Alors, il y a quelques petits détails. Alors, regardez à la diapositive 12, deux diapositives juste avant. Oui. Voilà, vous avez un classement là. Oui. Qui est tout à fait intéressant, mais qu'est-ce que vous en faites ensuite de cela? Parce qu'on n'a pas l'impression que vous l'utilisez, ce classement. Et si, pour les exemples, j'ai donné quelques exemples à la fin. D'accord, ah oui, c'était Si, pour les exemples à la fin. oui. Ok. Et ces classements, je l'utilise parce que une évaluation n'est pas véhiculée seulement par des termes ayant un trait positif ou négatif comme magnifique, joli, mais aussi parce que l'évaluation est véhiculée par les émotions. D'accord? Le fait de dire j'aime ce repas, c'est-à-dire que le verbe aimer évoque un objet évalué. Et dans ces cas-là, c'est le repas. D'accord? Et il y a un expérienceur qui est mis en place dans la phrase, mais il y a une évaluation. Donc, qu'est-ce que je souhaite faire avec ce classement proposé par Martin et White? C'est que cela me permettrait d'avoir d'explorer, oui, d'explorer et de trouver quelles sont les divergences entre les traits sémantiques qu'on utilise en espagnol pour évaluer une expérience dans un restaurant et les traits sémantiques des termes qu'on utilise en français pour évaluer une expérience dans un restaurant. Cela réside sur le fait que la France est très reconnue par le repas de haute qualité, un repas assez raffiné. Alors, je pense, c'est une hypothèse que j'ai, et c'est que il semble que pour qualifier une expérience en français, les locuteurs utilisent des termes ayant un trait relatif à la réaction, l'impact et la qualité, l'appréciation d'un repas. Alors qu'en espagnol, on va trouver plutôt une évaluation ayant faisant référence à la capacité, à la qualification du service, du service dans un restaurant. Donc, c'est là que je vais trouver si les traits sémantiques sont identiques dans les deux langues. Je pense que non, c'est pas, ils n'ont pas ne véhiculent pas les mêmes traits sémantiques, ou même s'ils le véhiculent, ce n'est pas au même degré. Il y a une préférence en espagnol, en français, oui. D'accord. Donc, ça veut dire que vous allez introduire ces informations dans vos annotations de TXT. Ah oui, bien sûr, oui. Là, je fais une première annotation parce que si je me concentrais sur l'évaluation positive ou négative, il me fallait déjà identifier quels étaient les termes positifs ou négatifs. D'accord? Donc, ça, c'était une première annotation. Déjà, après, je vais passer à une deuxième annotation, laquelle va porter sur l'affect, le jugement et l'appréciation. D'accord? Que c'est l'évaluation du repas, du service et aussi l'émotion que les locuteurs expriment envers les cibles. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions d'étudiants ou d'étudiantes? N'hésitez pas, hein, ou par le chat si ça vous embête de poser la question directement ou si vous avez une mauvaise connexion. Non? Bon, c'est que vous avez donné tous les éléments, hein, mais on a déjà exploré un certain nombre de choses. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions,
on va arrêter la séance ici. La semaine prochaine, alors, je vérifie rapidement. Monsieur, j'ai envoyé une question sur le chat. Ah, alors je ne l'ai pas vue. Si on peut l'utiliser pour le symbolisme phonétique, ce que j'avais fait pour l'exposé avec Édouard Sapir. J'avais également fait des statistiques et je voulais savoir si on pouvait également utiliser ce logiciel par rapport aux voyelles A, I, E que j'avais évoquées lors de mon exposé. Bah, Et oui, Nubia, allez-y. pour la phonétique, non. Je pense que non, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est un logiciel de textométrie, c'est-à-dire pour étudier les textes. Mais pour la phonétique, vous pourriez aussi voir, comment ça s'appelle? Nouge. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Nouges. Ah, je ne connais pas. Vous pouvez me noter la référence, s'il vous plaît, Nubia, merci. N2OJ. Non, vous cherchez sur Internet tout simplement Nouj, N-O-O-J. Oui, et avec ces logiciels, on peut faire des analyses phonétiques, il me semble. J'ai assisté à... Oui. Merci bien. D'accord. Voilà. Donc, vérification faite, c'est ce qui me semblait aussi. La semaine prochaine, ce sera Joël Mortensen qui va faire l'exposé. Alors, il était là tout à l'heure. Oui, il est encore là, Joël. Voilà. Donc, vous pouvez dire, si vous voulez, 2 mots pour dire un peu le sujet dont on va parler la semaine prochaine. Oui, alors donc je vais présenter ma recherche sur les métaphores conceptuelles de l'aspect procédural de la cognition, donc que j'appelle les métaphores conceptuelles noétiques. Donc le noétique est un terme philosophique du philosophe Husserl qui distingue en fait le comment de la pensée, le noétique du quoi, enfin disons la noès pardon, et du quoi qui nomme le noème. Et donc j'étudie des métaphores telles que par exemple appuyer sa pensée sur quelque chose ou bien éclairer une idée, ce genre de métaphore. Et j'essaie de voir, de trouver s'il n'y a pas une systématicité entre les traits sémantiques de ces différentes métaphores. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation, ce teaser, comme on dit en bon français. Alors, je merci à tous de votre attention. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis donc à la semaine prochaine et à demain pour les étudiants de Master 1 pour le cours de linguistique cognitive. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.